Salut, c'est Paul. Je suis hyper content de t'accueillir pour un nouvel épisode de Skyrocket 21, le podcast qui décrypte les facteurs de performance d'athlètes de haut niveau et d'entrepreneurs passionnés. On va parler analyse de la perf, nutrition, récupération, prépa mentale et physique et plein d'autres choses. À la fin de ton écoute, tu seras en mesure de répliquer les routines qui fonctionnent pour le ou la top performer qui se trouve devant mon micro. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast avec un gentil commentaire, ça m'aide beaucoup pour faire connaître le podcast. C'est parti pour l'épisode, let's go! C'est encore moi. Bon, je t'avoue que je me suis peut-être un peu enflammé sur l'intro, mais j'espère qu'elle t'a donné envie d'écouter jusqu'au bout cet épisode. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, à tout de suite. Salut Chloé, comment ça va? Salut, ça va et toi? Super. Écoute, je suis très content de t'accueillir ici au Connecteur, à Biarritz. Avec grand plaisir. Écoute, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Oui, moi je suis Chloé Salor, je suis golfeuse pro depuis 2023, janvier 2023 plus précisément. Et voilà, donc c'est ma deuxième année, j'entame la deuxième année sur le circuit. Et voilà. Et tu t'entraînes, tu es basée ici au Pays Basque? Et je suis basée ici au Pays Basque, puisque mon coach est sur Biarritz. Voilà. Top. Et écoute, on va commencer avec la question traditionnelle. Je vais Allez. te demander de choisir entre 3 et 5 emojis et de nous expliquer pourquoi. Ok, alors le premier, ce serait l'emoji qui sourit avec les dents, que ça. Ouais. Tout simplement parce que je suis une fille joyeuse, la banane, et que j'adore rigoler, j'adore avoir le sourire, j'ai tout le temps le sourire, c'est naturel. Bon, parfois je m'énerve, je le reconnais, mais en général c'est une de mes qualités, on va dire, et du coup voilà, donc ça c'est vraiment number one. Un autre petit emoji, ce serait l'emoji, je réfléchis quand même parce qu'il y en a plusieurs qui sont intéressants. J'aurais tendance à dire le petit démon violet là, avec les petites cordes. Et qui sourit ou Et qui sourit pas bien évidemment, le petit démon qui sourit. Et qui sourit parce que de temps en temps, j'aime bien embêter les gens, quand même, un petit peu. Ça fait partie de ton humour en fait. Voilà, exactement. Okay. Et j'en mettrai un, ça peut être des emojis, genre emoji golf. Lequel? Le swing ou le drapeau? Ah bah le drapeau, parce que je mets toujours la balle dans le trou quand même. Voyons. Ok, pas mal. Ok, bon donc quelqu'un qui a plutôt la joie de vivre et golfeuse avant tout. Ouais. Ok. Ça se traduit comment sur le parcours, ta joie de vivre? Ah, je suis à fond dedans. Je suis toujours à fond dedans, toujours le petit yes comme ça. Ça m'a valu des relations, ça, hein, parce que quand j'étais dans mes années précédentes, plus petites, on me détestait parce qu'il y avait trop de yes, il y avait trop de yeah. Ouais, mais à l'inverse aussi, quand ça se passe pas très bien, je le vis aussi en entier, donc on peut voir sur ma tête que ça me tend, quoi. T'as besoin de faire ressortir tes émotions. Ouais, en fait, j'arrive pas trop... Alors, ça va mieux, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille encore, parce que des fois, je suis encore un peu... Ça me tend, mais le fait de tout garder pour moi, ça me va pas. Il faut que j'extériorise à un moment. Ok. Et donc, il y a tes coachs où tu as déjà joué avec des caddies qui te suivent? Ouais, sur certains tournois, j'ai un caddie qui vient avec moi et le fait de lui exprimer à lui, ça va... Ça se libère tout seul. Ok, trop bien. Moi, ça, c'est peut-être, je sais pas si on reviendra, mais le rôle de psy des caddies, ils ne sont pas juste là pour porter les clubs pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas très bien le golf. Bon, en tout cas, moi, ça me fait ultra plaisir de faire un épisode avec toi parce que, comme tu sais, je suis passionné de golf. Et donc, du coup, j'en suis sûr que je vais apprendre plein de choses. Ou pas, hein, je sais pas. C'est sûr, c'est sûr. Bon, écoute, on est allé un peu vite, on a un peu vite allé jusqu'au golf, mais est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours? Peut-être comment tu as commencé le golf et puis ton parcours académique et professionnel? Ouais, bien sûr. Alors, j'ai commencé avec mes parents qui jouaient, je les accompagnais sur le parcours tous les week-ends. Et moi, j'étais dans la voiturette en train de prendre des photos de tout et n'importe quoi. Et puis un jour, j'ai commencé, je m'y suis mise et j'ai pas du tout aimé. Et j'y suis revenue quelques mois après. Et mon père m'a dit, allez, on s'y remet, juste essaye plus que 2 minutes.
Et au final, j'ai vu un coach qui m'a dit « Ah, mais pas mal de talent ». Et c'est vraiment, quand j'étais plus petite, c'est le déclic. J'ai fait « Ah ouais, bon, bah, pourquoi pas tenter un peu plus ». Mais à cette époque, je faisais aussi de la natation à haut niveau. Et la natation avait une grande place dans ma vie. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai été de plus en plus forte parce que comme on croyait un petit peu en moi, bah forcément, ça me donnait un peu de la motivation. Et donc, je me suis lancée dans le golf. Et au lycée, il a fallu faire un choix entre la natation et le golf parce que les deux à haut niveau, les parents, ils coincent. Au bout d'un moment, ils disent non. Et du coup, j'ai choisi le golf pour diverses raisons. Et donc, je suis rentrée au Pôle France à Châtenay-Malabry pour 3 ans, mes années de lycée, avant de m'envoler aux États-Unis pour faire un double cursus sport-études avec l'archi. Et donc, j'ai joué à l'université de Kent State dans l'Ohio pendant 4 ans et demi où j'ai suivi aussi mon cursus d'architecture et en division 1, donc j'ai joué aussi les nationaux aux États-Unis, donc c'était une très très belle expérience. Je suis revenue avec un diplôme qui était très très important pour moi. L'architecture, c'était vraiment le métier que je voulais faire avec le golf. Donc à l'époque, je ne savais pas trop. Et puis arrivé en France, je me suis dit de toute façon, c'est maintenant ou jamais si je veux continuer le golf. Donc je me suis lancée et puis je suis passée pro et j'en suis ici maintenant. Trop cool. Bah, merci pour ce petit flashback de ton parcours. Est-ce que je peux préciser à quel âge tu as commencé le golf parce que tu nous as dit que tu étais... Ouais, j'ai commencé vers l'âge de 10 ans, 9 ans, 10 ans. Ok. Ouais. Ok. Et tu faisais déjà de la natation à cette époque-là, c'est ça? Ouais, j'ai commencé un petit peu. Et en fait, les deux se sont propulsés en même temps, quoi. Ok. Et c'était quand tu es arrivé au collège, du coup, 9-10 ans, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. Et c'est au lycée que tu as dû faire le choix. Ok. Et en même temps, la natation, je pense que ça devait être aussi bénéfique pour le golf. Je sais pas, j'imagine au niveau physique. Ouais, bah à l'époque, je le savais pas forcément. Donc moi, c'était vraiment la natation, j'aimais vraiment ça. En plus, il y avait les copains et les copines. Donc forcément, j'étais hyper motivée. Je faisais les compètes, ça se passait bien. Et pour mon âge, j'étais grande, donc ça m'a aidée, je pense aussi. Ok. Après, donc, tu as fait ton lycée au Pôle France. Dès la seconde, tu as intégré le Pôle France? Ouais, j'ai intégré le Pôle France en seconde. J'ai fait seconde, première, terminale et après l'obtention du bac. Ok. C'était quoi est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne le Pôle France en golf? Je pense que c'est la même chose que tous les sports. Parce que il y a moi, je sais que j'étais au Crêpes du coup de Châtenay, donc il y avait plusieurs sports et c'est vraiment horaire aménagé entre les cours le matin en général et l'après-midi le sport et la prépa physique qui s'ajoute à ça. Et en plus de ça, donc au Crêpes, c'est vraiment le centre de sportif. C'est vraiment c'est l'étape juste avant l'INSEP, on va dire. Et en fait, du coup, on est dans un internat avec d'autres sportifs. Et on partage la même vie, mais pas le même sport. Et il y a des golfeurs à l'INSEP? Non, on n'est pas à l'INSEP. Nous, c'était vraiment du coup le Pôle France à Châtenay parce que y a pas de golf dans les environs, donc c'est trop compliqué d'être à l'INSEP. Ok. Les golfeurs français, ils sont c'est quoi le centre de performance à Paris? Ouais, maintenant c'est le centre de performance, on n'est plus du tout au Crêpes, c'est à part. Et c'est au Golf National. Ok. Ouais. Donc, je suis assez curieux de savoir comment, justement, au centre de performance, sur quoi. Donc, tu avais des coachs de golf. Est-ce qu'il y avait autre chose? Tu as parlé de prépa physique. Ouais. Est-ce qu'il y avait, je sais pas, des nutritionnistes? Ou est-ce qu'il y avait, vous faisiez déjà un peu de prépa mentale? Qu'est-ce qui était mis en place en fait pour que vous soyez plus performant? On a commencé la prépa mentale, on avait un préparateur mental. Au niveau de la nutrition, je ne me souviens plus, mais je ne crois pas. Okay. On avait un coach physique, on avait un kiné aussi. Et tout se passait du coup au Golf National. Sauf le repas du soir et le petit déjeuner et les dortoirs où là on était au Crêpes, on faisait les navettes. Ah oui, donc tu t'entraînais au Golf National déjà. Mm. Ok, sympa. Je ne connais pas encore, mais je vais
Je vais essayer d'y aller là dans quelques semaines parce que je vais bientôt avoir 25 ans et j'ai vu qu'il y avait des petits tarifs moins de 25 ans, il faut que j'en profite. Donc j'ai hâte de découvrir le parcours. Tu le connais bien toi? Ouais, je connais les deux. Quand j'étais petite, Ouais. je jouais sur l'Aigle, Ok. du coup le moins dur, on va dire. Et j'ai fait les championnats de France pas combien de fois là-dessus. Donc ouais, mais l'Albatros, sinon c'était notre parcours de tous les jours, quoi. Ça va être fou avec les JO, tu vas connaître le parcours par cœur. Ouais, mais je le connais déjà par cœur. Oui, bien sûr. Non, je veux dire, tu vas le connaître, mais ça va être fou. Après, c'est comme un tournoi. Tu me diras comme... s'il y avait eu la Ryder Cup. On l'a eu en 2016, du coup, sur le Natio, et c'est vrai que c'est... Et toi, c'était tes années à lycée, en 2016? Ouais. Donc, t'as dû vivre le truc à fond. Tu y étais à la Ryder Cup? Non, c'était en 2018 alors. Non. C'était en 2018. 2018, ouais, la Ryder Cup? La Ryder Cup en 2018. Oh, honte à moi. Ouais, Ok. 2018. La même année que le Master de Tiger. C'était 2018, je m'en souviens, parce que du coup, j'étais déjà aux US. Et je suis allée aux US en 2018, donc... Donc ouais, 2018, et ben, j'y étais pas. Ok. Mais je me dis que c'est pas plus mal, parce que la Ryder, à part l'ambiance qui doit être incroyable, sinon on voit rien, quoi. Il y a tellement de gens que je pense que c'est trop compliqué. Okay. Alors qu'à la télé, on voit parfaitement bien. Ah ouais, c'est marrant, moi. Genre, c'est pour le rugby ou la Coupe du Monde, justement, où moi j'ai fait beaucoup de rugby, à chaque fois on parlait des matchs, je dis ouais, c'est vrai, pour l'ambiance, c'est trop bien. Ouais. Mais moi, c'est la Coupe du Monde, j'ai envie de bien voir les matchs. Ouais. Et donc, je préfère être devant ma télé, d'être bien avec mes potes que. C'est marrant que tu aies cette réflexion, parce que moi, c'est l'inverse. J'ai commencé le golf un an ou à peu près l'année de la Ryder Cup. Donc, tu vois, je suivais pas trop à cette époque, voire pas du tout. Et après, je regrette. Maintenant, je me dis, putain, ça devait être fou, j'ai loupé ça. Donc là, j'ai pris mes places directes pour les JO, tu vois. Je me dis, aux JO, il y a peut-être moyen qu'il y ait un peu de l'ambiance, pas comme un tournoi classique, tu vois, et que ce soit un peu plus. Il y ait des supporters par pays et tout, donc ça peut être cool. Ok, marrant. Et donc, du coup, tu nous as parlé, donc tu étais à Kent State. Quel accent? Ça, tu valides? il y a un accent dans l'Ohio. L'Ohio. Non, pas spécialement. Non. Ok. Toi, tu parlais déjà couramment quand tu es arrivé là-bas? Pas du tout. Alors, je comprenais presque tout, mais par contre, à l'oral, j'étais vraiment nulle. Et j'avais peur. Là. En France, on a quand même un peu ce truc où on a peur d'être jugé, quoi. Et en fait, là-bas, pas du tout. Ils sont hyper cool, ils nous motivent, ils sont là pour nous aider et tout. Et au final, un semestre et c'était bon. Ah ouais, trop bien. C'est quoi le climat là-bas? Alors, c'est très froid l'hiver, très chaud l'été. Ok. Donc, c'est très continental. Donc, c'est à la limite du Canada. Okay. Donc, l'hiver, c'est moins 30. Hein. Ah oui, très très froid. Très tu t'entraînais en fait, on a des facilités. Ouais, on a des je reprends le mot en anglais. Ouais. On a des installations intérieures où c'est chauffé et on peut taper, mais on tape dehors. Donc, on a toujours le froid, mais... Ça va, t'as des petits chauffages dans les cabanes. Ouais, c'est ça. Et on a un petit green, un chipping green intérieur, donc ça, c'est cool. Et après, en général, on reprend les tournois quand il fait très très froid. C'est le moment où on reprend les tournois, donc on part en Floride. Ouais, okay. On s'échappe. Ouais, okay. Et l'été, il fait très chaud. Mais après, l'été, moi, j'y étais pas parce qu'en fait, je rentrais en France. Donc, Ok. Est-ce que tu as fait les compétitions nationales là-bas et tout? Est-ce que tu as un petit palmarès? On a fait la division 1, donc les nationaux, avec la fac. Et donc, je crois qu'on a fini 5e. Ok, ouais, très stylé. Ouais, on a gagné pas mal de tournois ma première et deuxième année. Après, on a un peu baissé puisqu'on a changé d'équipe, puisque forcément, les plus vieilles partent et voilà, ça tourne. Et on a eu une petite baisse de tension, on va dire, mais franchement, on a eu une bonne équipe. Pour une petite fac, on va dire que c'était bien, franchement. Okay. On avait une bonne équipe. Et est-ce que c'est là-bas le golf universitaire c'est un peu... alors, je t'avoue que je connais moins pour les femmes. Pour les mecs, c'est un peu le passage obligé avant d'aller sur les gros circuits. Et est-ce que c'est médiatisé comme le basket universitaire ou des choses comme ça en mode est-ce qu'il y a des caméras? Est-ce que c'est retransmis à la télé dans le pays? Ouais, je dirais pas autant que le basket par exemple ou les sports, les gros sports, parce que c'est compliqué de filmer 18 trous
de chaque fille, de chaque université en même temps. Oui. Mais c'était retransmis, ils mettaient des posts à certains trous et ils filmaient en continu quasiment. Okay. Donc ouais, il y a quand même, c'est bien médiatisé et c'est ultra cool. ouais, au golf, même dans les tournois pro, tu vois, Ouais. les 2 premiers tours, souvent, il n'y a pas toutes les caméras. Justement, c'était hier, on parlait sur le tournoi à Torrey Pines, il disait le gars qui est... J'ai perdu son nom, c'est un Allemand, je crois, qui était en tête, enfin, qui était top 5. Donc incroyable pour les Allemands, comme les Français qui n'ont pas 1000 golfeurs. Ils n'ont pas montré un shot de sa journée. Parce qu'il n'y avait pas de caméra de partout et à chaque fois, ça tombait peut-être au mauvais moment. Et du coup, ils disaient, putain, c'est dommage pour dire que même dans les plus gros tournois, le golf, c'est assez compliqué à filmer, ça demande beaucoup de matos. Et pour en revenir sur ce que tu disais, j'ai perdu ma phrase. Tu voulais parler de la médiatisation? Non, je voulais dire que c'est pas obligatoire de passer par le circuit, par le cursus universitaire des États-Unis pour aller sur les gros circuits. À partir du moment où on a le niveau, c'est bon. Mais je trouve que c'est quand même un bon tremplin pour déjà voir la vie là-bas, en fait. Parce que faire les circuits américains, ça oblige de vivre aux États-Unis. Ouais. Donc c'est pour voir aussi la vie. C'est quand même une vie, c'est particulier, quoi. C'est pas, tout le monde ne peut pas vivre aux États-Unis, quoi. Ok. Par exemple. De personnes ou... Non, pardon. Je veux dire, qu'est-ce qui est particulier? Là-bas, tout est grand, quoi. C'est grand, tout est. Ça, je sais pas comment décrire parce que moi, c'est une vie que j'aime bien, mais je trouve que c'est. En France, on est un peu plus authentique, quoi. Là-bas, c'est vraiment... tout est grand, c'est très superficiel. Donc, c'est une façon, quoi. Façon de voir, façon de vivre. Ok. Marrant. Mais oui, parce que je te disais ça, parce que je crois que j'ai entendu il y a pas longtemps une stat qui disait il y a genre 90%, et c'était pour les hommes, hein, encore une fois, mais de joueurs du PGA Tour, donc vraiment le plus gros circuit pour les hommes, qui sont passés par la fac, et ils donnaient des exemples de 1 ou 2 joueurs qui étaient très bons aussi et qui n'étaient pas passés, qui étaient des exceptions, tu vois, de ne pas être passés par la fac. Enfin, voilà, c'est pour ça que j'avais ça en tête. Bon, très bien. Est-ce que on va se recentrer un peu sur toi. Ça y est, la pression. Tous les projecteurs, tac. Voilà. Parle-nous de ta zone de génie avec tout ce qu'on s'est dit avant de commencer l'épisode. Ma zone de génie, tu vois, je me souviens même plus ce que tu m'as dit tout à l'heure. C'est pas à moi de dire la réponse. Non, mais on en a parlé tout à l'heure et ouais. Dans tout ça, dans le feu de l'action, j'ai perdu tout ce que je voulais dire. Il y avait le fait que sur le parcours, je crois, on a parlé sur le parcours, tu résistais bien. Ah oui, c'est bon, j'ai retrouvé. On coupe et c'est reparti. Du coup, ma zone de génie, moi, ce serait plutôt quand, par exemple, je suis dos au mur. Et ben, je me révèle bien après, en fait. Je suis dos au mur, donc j'ai pas le choix. Et donc, c'est pleine balle après, quoi. Okay. Ça t'est déjà arrivé plusieurs fois? Ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et j'ai une anecdote que je n'oublierai jamais. J'étais au championnat d'Europe par équipe, du coup, avec l'équipe de France. Et on était en match contre la Norvège, je m'en souviens très bien. Et du coup, je jouais contre cette Norvégienne, donc c'était en 1 vs 1, quoi. Ouais. Et j'étais vraiment, mais c'était une catastrophe. Les 9 premiers trous, c'était compliqué. J'étais déjà 5 down après 9. Et mon coach est venu et il m'a juste dit... Écoute, soit tu veux rentrer maintenant, soit tu te bouges un peu les fesses, quoi. Et en fait, ça m'avait un peu piqué de me dire que... non, en fait, que c'est pas elle qui va me battre. Et donc après, j'avais gagné. J'étais revenue et j'avais gagné. J'avais joué parfait le retour et du coup, j'avais gagné. Et c'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'être face au mur. Et au final, je remonte que je suis face au mur. Donc, Ok. Plutôt à la réaction, quoi. Tu marches un peu au challenge. Ah ouais, challenge, compète, okay. Je suis là. Ok. Tout à l'heure, du coup, tu nous disais que
Pardon, je suis en train de bugger. Je regardais en même temps la suite de ce que je voulais te demander. Quand tu allais parler des situations que tu étais dos au mur, est-ce que ça t'arrive dans d'autres secteurs que le golf où ça te permet de réagir parce que du coup, bon, là, on peut en parler un peu plus de ton cursus universitaire aussi, où tu as quand même un diplôme du coup d'architecte. Comment tu as géré le fait de faire du golf de haut niveau et en même temps arriver à passer ce diplôme en 4 ans, du coup, c'est ça? 4 ans et demi, ouais. En fait, c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc déjà, ça m'a motivée pour y arriver, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, quand on dit à un coach, je viens dans ton équipe, tu me donnes une bourse, je viens dans ton équipe pour faire mon sport, mais que je veux faire des études qui prennent à peu près les 3/4 de ton temps, et tu te regardes et dis non. Donc moi, mon coach a eu la chance de me dire oui, mais en fait, moi, je croyais vraiment en moi, je savais que je pouvais y arriver. Ça m'a demandé vraiment des nuits blanches des fois, hein, mais c'est pas grave. Et au final, je me suis sentie vraiment soutenue là-bas, donc ça m'a aussi aidée. Et au final, mon coach m'a dit qu'il pensait que j'allais arrêter très vite, que j'allais commencer à galérer avec les cours, et qu'au final, il était assez surpris que j'ai tenu et que j'ai eu le diplôme en même temps des entraînements, des compètes, de ce rythme soutenu. Et en fait, j'ai pris ça comme un challenge aussi. Et du coup, le fait de le prendre comme un challenge et de me dire, vous pensez ça, je vais vous prouver que non, que c'est l'inverse, ça a fait que j'ai réussi aussi. Parce que c'est quand même être quasiment dos au mur aussi. Ouais. Et du coup, c'est toujours la même situation. À chaque fois qu'il se passe ça, qu'on me dit, non, tu ne seras pas capable de faire ça, je vais te prouver que je suis capable de le faire. Donc voilà. Est-ce que tu aurais qu'est-ce que tu as mis en place pour réussir, si on oublie les nuits blanches, ouais. qui se font peut-être partie du process aussi? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place pour justement arriver à être performante dans l'équipe de golf et dans tes cours? Pour être tout à fait honnête, je pense que le golf, disons que j'ai pas exploité mon potentiel autant que j'aurais pu faire si j'avais pas fait architecture, parce que ça m'a demandé tellement de temps que forcément quand on fait une nuit blanche le lendemain on n'est pas au top, donc aller aux entraînements on n'est pas très très productif. Donc je pense que j'aurais pu faire 10 fois mieux en termes de golf. Après j'ai gardé un niveau, parce qu'encore une fois la compétition, on est 8 dans l'équipe, il n'y en a que 5 qui jouent, donc faut se dépasser pour battre les copines, quoi, et finir dans les 5 premières des qualifs pour pouvoir aller au tournoi. Et plus on va au tournoi, plus on est récompensé, ainsi de suite, quoi. Donc, et puis il y avait la bourse qui rentrait en jeu aussi, parce que j'avais une bourse pour les 4 ans, mais j'ai eu de la chance d'avoir des coachs incroyables, mais dans certaines facs ça se passe pas comme ça. Si la joueuse ne joue pas tous les tournois ou elle joue pas très bien, une saison, on peut lui enlever la bourse aussi. Donc tout ça fait que je pense que ça m'a beaucoup motivée, et ça, voilà. Ok. Donc t'as aligné un peu les planètes pour réussir ce projet. Et peut-être pour donner une idée par rapport aux autres joueuses pro que tu connais, ou que tu connais de près ou de loin, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont au bout de leur cursus? C'est commun, ou est-ce que c'est plutôt assez rare de finir avec un diplôme quand tu passes joueuse pro après? Alors, dans la majorité des cas, la plupart des filles finissent leur cursus. Après, j'en connais quelques-unes qui n'ont pas fini parce qu'elles n'avaient pas envie, ou elles se sentaient prêtes à ce moment de passer pro avant la fin du diplôme. Là, je pense que c'est un choix. Moi, je suis plus favorable au fait de finir le cursus. Maintenant, c'est vraiment un choix qui est compréhensible aussi quand on a le niveau, pas perdre de temps et foncer, quoi. Ok. Je suis désolé, je vais reprendre un exemple en masculin parce que ça a repris, mais tu as vu, il y a un joueur qui était en première année, je crois, à l'université, qui la semaine dernière, il a gagné un tournoi du PGA, et du coup, il est passé pro la semaine d'après, quoi. Il a dit Je pense que ça joue aussi pour jouer les masters. Ouais, et ça joue aussi pour, en fait, une fois que tu as la KT, parce que du coup, tu rentres dans la KT winner, gagnant,
Et en fait, je pense que si tu joues pas du coup parce qu'en fait c'est une opportunité. Une fois que tu as gagné, tu as la KT pour jouer sur le circuit. Et si tu la prends pas et que tu restes en fait dans ta fac à faire les tournois avec l'équipe, tu perds cette catégorie à la fin de l'année quoi, ou dans les 2 ans. Donc c'est peut-être l'opportunité de sa vie de jouer sur le plus grand circuit du monde quoi. Oui, donc ça se vaut, franchement ça se vaut. Je sais pas, moi personnellement je sais pas si je l'aurais fait parce que il y a des conséquences aussi. Maintenant c'est très respectable comme décision et franchement c'est incroyable déjà d'avoir gagné un tournoi, c'est incroyable. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça change de passer pro peut-être? Ouais. En fait, quand on dit je suis pro, ça veut dire quoi concrètement par rapport à je suis amateur en golf? Franchement, pour être honnête, c'est qu'un statut. Okay. Les tournois changent, forcément le calendrier change parce qu'on joue des tournois avec d'autres pros qui ont le même statut que nous et que maintenant l'argent rentre en jeu. Donc dès qu'on fait un tournoi, c'est rémunéré ou pas en fonction du classement. Et les copines qui étaient les copines, des fois, se retrouvent on se bat en fait pour vivre quoi. Donc c'est vraiment la seule différence. Et je pense que la seule chose qui fait que c'est un peu différent d'être amateur ou d'être pro, mais sinon en termes de jeu, en termes de golf, en termes d'entraînement, de préparation, c'est pareil. Oui. Et du coup, ça veut dire en fait si t'es pas pro, tu peux pas gagner de l'argent sur un tournoi. Non, voilà, exactement. Okay. Maintenant, il y a des règles, il y a eu un système qui était différent où des fois sur certaines compètes et tout ça, ou certains tournois, ils mettent les amateurs peuvent gagner à hauteur d'un certain montant ou quoi, mais bon, voilà quoi. Ok. C'est quoi toi le plus gros tournoi que tu as joué? Wow, le plus gros tournoi que j'ai joué en pro? En pro. En amateur et en pro, tu peux nous dire les deux. En amateur et en pro. En amateur, waouh. Tu nous as parlé de championnat d'Europe tout à l'heure. Ouais, j'ai fait les championnats d'Europe, mais ça, c'est énorme hein, d'être en équipe de France. Hein. Je veux pas croire que je pense le contraire, pas du tout. Mais je pense que tout le monde ne joue pas forcément les nationaux avec son équipe. Et ça, je pense, c'est une ambiance incroyable. Petite anecdote, quand on arrive, on est escorté par la police. On est carrément escorté par la police pour arriver au golf, de l'hôtel et tout. Ça, pour moi, c'est un truc incroyable. On se croit, j'avais l'impression d'être une star, quoi. J'étais dans la voiture, j'étais là, waouh, trop stylé. T'arrives au golf, tu te dis, c'est un truc de ouf, c'est barricadé. En fait, j'ai l'impression d'être Tiger Woods, quoi. Et ça, je trouve, c'est incroyable. C'est pas tant le tournoi en lui-même, parce que c'est un tournoi comme un autre, même si voilà. Mais c'est plus pour l'ambiance et comment on a été traité. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'était où? C'était dans l'Oklahoma, aux Nationaux, donc de 2018. Ok. Voilà, c'était vraiment incroyable. Donc avec l'équipe de ton université. Okay. Ouais, ça c'était vraiment cool. Après, tous les championnats d'Europe, D'ailleurs, j'ai gagné la Coupe d'Europe aussi, donc ça aussi c'était mémorable. Voilà, après, je dirais le plus gros en amateur, il n'y en a pas forcément un qui est plus que les autres. Et en pro, pour l'instant, je dirais que c'est le Lacoste, le Lacoste Ladies Open, hein, du coup c'est première div européenne. Donc c'est le LET? Ouais, c'est ça. Ok, stylé. Ça s'est bien passé? Je l'avais. Alors c'est marrant parce que je l'ai joué l'année dernière du coup en tant que pro et l'année d'avant en tant qu'amateur. Ok. Et du coup en tant qu'amateur c'est mieux passé qu'en tant que pro. Chercher l'erreur. Ouais, il y a eu plusieurs choses, mais c'est toujours un tournoi cool. Trop bien. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, donc peut-être t'en as déjà parlé un peu de. En fait, je voulais te demander les étapes qui t'ont permis d'arriver, justement, par exemple, à ce Lacoste Ladies Open en tant que pro, s'il y a des moments marquants dans ta carrière sportive qui ont fait que tu es arrivé là. Très bonne question.
Là, on me pose une colle. Des moments marquants dans ma vie qui ont fait que j'en suis arrivée là. Moi, j'aime bien quand même rendre fière ma famille. Donc quand je vois que ma famille est fière de moi, déjà, ça m'aide à continuer. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai continué dans le golf, outre le fait que j'aime ça et que voilà. Hein, mais ouais, ça m'a aidée. Après, je sais pas. Hein. Il y a, déjà, tu nous as parlé de de ce que j'ai retenu, mais tu vas me dire si j'oublie des choses, mais un premier moment marquant, c'est quand même quand tu choisis d'aller au Pôle France, entre le golf et la natation. Après, tu as eu ta première sélection en équipe de France, c'est quand tu intègres le Pôle France ou avant? Je l'avais eu avant. Alors oui, c'est une bonne remarque. Oui, quand j'ai choisi de faire du golf à la place du coup de... Alors, il faut savoir que j'ai pas choisi d'aller au Pôle France parce que ça y est, fallait choisir entre les deux sports et que le Pôle France, c'était ce que je voulais faire. Et pour le golf, c'était pas trop ça, c'était plus parce que au lycée normal, si je puis dire, les profs m'aidaient pas du tout. C'est-à-dire que je loupais les cours pour des tournois, c'était mon problème. Quand c'était les vacances et que je demandais d'avoir les devoirs, non, c'est les vacances, donc tu te débrouilles. Du coup, on arrive le jour de la rentrée, interro surprise. Du coup, oui, mais j'ai pas eu les cours. Ouais, mais fallait les demander. Ouais, mais je les ai demandés. Ouais, mais on était en vacances, donc on va te les donner en vacances. Enfin, c'était déjà prévu. Enfin, j'avais. C'était compliqué. Voilà, c'était compliqué. Donc, à ce moment-là, j'ai dit la meilleure option pour moi, sachant que je ne voulais pas arrêter le golf, c'est d'aller au Pôle France avec des horaires aménagés. Donc ça, c'était un événement marquant déjà. Ouais. Parce qu'ils ne croyaient pas trop en moi au lycée normal. C'était t'es sportif, t'es bête quoi. On va te mettre en bac pro. Mais moi, je veux faire architecture. On vous a dit que vous voulez faire architecture. Ouais, mais de toute façon, on n'y arrivera pas. Du coup, je me tiens devant vous et je vous dis que j'ai un diplôme en architecture. Ça, c'est une grande fierté déjà. Ouais, bravo. Ok. Et qu'est-ce que tout à l'heure, je te demandais ce que tu avais mis en place pour réussir, à concilier les deux. Du coup, toi, comment tu définirais une routine de performance? Est-ce que t'en as que tu mets en place, ça peut être au golf ou même ailleurs, parce que j'imagine qu'au golf, tu as plein de routines, mais... Pour moi, je dirais que c'est vraiment avoir un plan fixe, une routine qu'on fait tous les jours, soit au golf ou pas au golf d'ailleurs, et qu'on s'y tienne en fait. Et que dans le temps, ça fera qu'on sera performant. On ne sera pas forcément de suite. C'est un investissement sur le long terme. Ouais, moi je pense que c'est sur du long terme, ce qui est très contradictoire avec moi, parce que je suis très impatiente comme fille. Mais du coup, je pense que c'est sur du long terme et que suivre son plan d'action, on va dire, fera que c'est le process. Hein. C'est le process. Okay. Faut trust the process. Exactement, c'est ça. Est-ce que toi, tu as des routines que tu fais du coup, c'est le concept d'une routine, j'allais dire que tu fais régulièrement, mais est-ce que tu peux nous donner une ou deux de tes routines Une ou deux de mes routines Qu'est-ce que je pourrais donner au golf Ou dans la vie, ou je sais pas, le matin, le soir y a un truc que j'aime bien faire, moi, pour y voir plus clair sur l'ensemble de ma semaine, c'est noter, me faire vraiment un planning précis de ce que j'ai à faire dans la semaine. Ça me permet de me libérer mentalement, parce que quand je sais que j'ai trop de trucs à faire, ça m'angoisse. Je me dis, mais c'est pas possible, j'ai trop de trucs à faire, comment je vais faire? Et du coup, maintenant, je les marque. Je fais vraiment lundi, mardi, mercredi, vraiment trop bête. Et je les marque et je me dis, ok, ce jour-là, je ferai ça et ce jour-là, je ferai ça. Et ça me permet de me libérer. Ça, c'est vraiment un truc que je fais pas depuis très longtemps. Parce que j'ai plutôt tendance à me dire, c'est bon, je le fais, ou le marquer vite fait. Mais en fait, j'ai remarqué que ça m'aide énormément. Donc ça, c'est une de mes routines, tous les dimanches. Je fais ça. Après...
Sinon, au niveau du golf, j'aurais plus des routines avec le putting, par exemple. Toujours commencer une séance de putting ou une séance d'échauffement ou d'entraînement, n'importe, avec 10-15 minutes de technique. C'est mon truc. Je suis obligée de sortir ma petite plaque avec mes 2 petites billes, les poser sur le green et 10-15 minutes, je répète jusqu'à temps que ça soit bien. Et après, je commence mon entraînement classique avec des exercices de perf et tout ça. Ok. Je sais pas si c'est vraiment une routine, mais moi, c'est mon truc que je fais. C'est ce qui te met en confiance pour la suite. Ouais, j'ai besoin de savoir que mon stroke, donc le stroke pour ceux qui ne savent pas ce que c'est comment on tape la balle dans la face du club. Et j'ai besoin de savoir que ça, c'est toujours au même point, toujours au milieu de la face. Voilà. Une fois que tu as ça, c'est la base. Une fois qu'on a ça, normalement, on élimine pas mal de trucs qui font que ça se passe pas bien, quoi. Genre. Ouais. Ok. Je voudrais qu'on parle un peu du sujet tabou. Non, je rigole. C'est que les gens, moi quand je les croise et que je dis que je fais du golf, ou tu sais souvent c'est pas un sport, ou je sais pas, tu vois, ou c'est un truc de vieux, que tu nous parles un peu de peut-être ta prépa physique pour le golf, ou toi c'est quoi ton avis là-dessus, parce que je suis sûr que tu as dû l'entendre plein de fois. Ouais, je l'ai entendu plein de fois et maintenant j'y réponds même plus parce que moi à chaque fois je me dis mais venez au golf avec moi et je vais vous montrer que le golf c'est pas un sport de vieux ou oui, il y a beaucoup de personnes âgées qui en font parce que c'est fun mais en fait on fait pas le même sport. On fait le golf, on fait du golf tous, mais c'est pas le même sport quand même. Nous on n'a pas de voiturette, on marche, on porte parfois, moi j'ai beaucoup porté. Et on parle pas de 5 kilos sur les épaules, on parle de bien plus. On a des montées comme ça et comme ça, donc le cardio qui joue à balle. Et après, on a toute la préparation physique à côté, donc musculation. Alors, c'est peut-être pas la même chose que quelqu'un qui va faire, je sais pas, de l'haltérophilie. Oui, forcément, on fait pas la même chose, mais on a quand même beaucoup de musculation, donc les basiques, un squat, parce que le golf, franchement, on utilise quasiment tous nos muscles quand on fait un swing, et beaucoup le dos aussi. Donc, je pense que le golf est un sport. Ça, c'est sûr, voilà. c'est même pas une question, mais ouais, donc toi, tu fais de la prépa physique ? Ouais. C'est obligatoire, oui, non, mais moi, je pense que ça aide sur l'endurance déjà. Quand on a 3-4 tours à tenir et qu'on a des parcours qui sont comme ça, on rentre le soir, t'es un peu moins fatigué si déjà tu fais de la prépa que si t'en fais pas. Puis après, y a la récupération qui rentre en jeu, hein, mais t'as une séance type que tu fais, genre concrètement tu vas dans une salle de sport, c'est quoi ta prépa ? En tournoi ou pas en tournoi ? Non, en prépa, par exemple, normal. Là pendant l'hiver où t'as pas trop de tournois. Ça dépend. Du coup, je travaille avec mon coach il me donne des programmes. On peut partir sur soit de l'hypertrophie, mais en général, j'en fais pas trop parce que l'hypertrophie, ça fait gonfler et que j'ai pas envie de gonfler. Donc, j'en fais pas trop. Donc, ça serait plus de la force, l'endurance de force. Et sinon, beaucoup de... Je vais y arriver, j'ai trouvé le mot. L'explosivité, waouh, c'est bon. Et beaucoup d'explosivité, parce qu'au golf, ça aide vachement pour taper plus fort. Donc, ouais. Ok. Et tout à l'heure aussi, je pensais, quand tu parlais de l'aspect physique du golf, il y a aussi énormément une question de souplesse, je trouve. Ouais, pour moi, en tout cas, ouais. je suis un mec, souvent, c'est un peu cliché, mais les mecs, on est un peu moins élastiques que les filles. Et je sais qu'au début, je galérais. Quand tu vas pour swing ton backswing, t'arrives pas à lever le bras au plus de l'horizontale. Ouais. Et parfois, les gens, ils se rendent pas... Enfin, du coup, quand moi, j'emmenais des potes parfois au practice, tu leur dis, vas-y, swing, là, mais garde le bras tendu, vas-y, tourne. Et là, tu dis, mais c'est impossible. Je fais, non, mais c'est un swing. Ouais, c'est ça. Les gens, ils se rendent pas forcément compte quand ils en font comme ça le dimanche, comme ça, vite fait pour le fun. Mais ouais, ça demande pas mal de compétences, on va dire. Ouais, c'est sûr, c'est ultra complet. Bon, ça fait plaisir qu'une pro, du coup, que tu témoignes de la condition physique nécessaire. Après, faut pas s'offenser quand...
ou s'offusquer quand on dit que le golf, c'est pas un sport. Bon, bah... Non, mais bien sûr, après, c'est comme... Il y a okay, ceux qui font de l'équitation, parfois, c'est des trucs qui reviennent et tout. Mais j'aime bien ce que tu as dit où on ne fait pas le même sport que tu vois. Il y a différentes manières de pratiquer le sport. Alors que, par exemple, en fait, dans les sports plus traditionnels, je sais pas, tu prends le rugby ou je sais pas, des sports de combat, bah, juste, tu fais du rugby, forcément, c'est très physique et violent. Enfin, voilà, il y a des contacts. Alors que le sport, bah, c'est aussi la beauté, je trouve, de ce sport. Pour le golf, c'est que tu peux le faire avec des personnes qui ont 75, 80 ans. Ça m'est déjà arrivé de jouer avec des gens et de jouer une partie ultra agréable avec des gens qui ont plus de 80 ans, avec toi qui as 25 ans. C'est ça. Et tu peux avoir un enfant qui a 12 ans. Et en fait, tout le monde joue ensemble et la partie, c'est harmonieux. Genre, tu te fais pas chier, ça avance bien et voilà. C'est ça. Bah, c'est la beauté du golf, c'est qu'il n'y a pas d'âge limite. C'est pas comme dans d'autres sports où, par exemple, le rugby, à 80 ans, on va éviter d'aller faire du rugby, quoi. Donc ça, c'est assez cool, ouais. Est-ce que tu as un hack qui te permet de surperformer en golf? Ça peut être un hack golfique, mais un hack aussi pas golfique. J'en ai pas forcément, non. Je pense pas. Ce serait par exemple une phrase ou quelque chose qui fait ou... Je sais pas, un hack, ça pourrait être... N'importe quoi, en fait. N'importe quoi, ouais, ça pourrait... Ça pourrait... Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de citer des choses parce que ça va t'influencer. En fait, j'y ai jamais réfléchi. Pourquoi, en fait, toi, tu arrives à être en équipe de France et à être pro, alors qu'il y a sûrement des milliers de jeunes filles qui essayent? Bah, cette réponse, c'est... Je pense qu'il y a aussi du talent, quoi, qui rentre en jeu. Et malheureusement, ça, on n'y peut rien, quoi. Mais, et je pense aussi que... C'est pas un hack, mais je me dirais... Enfin, pour moi, c'est la discipline et de l'envie et se surpasser, quoi. C'est les trois choses qui font que, bah, peut-être, une personne qui, entre guillemets, est comme moi, bah, n'est pas en équipe de France et moi j'y suis, mais que voilà, genre peut-être qu'au final, bah, j'ai plus été motivée, j'ai plus eu de discipline à un moment où cette personne n'en a pas eu, je sais pas. Ouais. Enfin, je pense que... Le mental, ça, c'est le mental, ça joue... moi, je pense que le mental dans le golf, c'est 80% du jeu. Après, il y a quand même un peu de technique, voilà, c'est sûr que bon, si on ne sait pas taper la balle, c'est compliqué, mais je pense que ouais, le mental, c'est tellement important dans le golf. Ouais, c'est vrai, ça peut s'imager dans le sens où, en fait, quand tu regardes le golf, il n'y a quasi pas de deux swings qui sont identiques. Non, ouais. Et donc, chacun a sa manière de taper, c'est que plein de sensations qui font que tu es en confiance, pas en confiance. Et c'est vrai que le mental, on peut imaginer que ça joue énormément parce que c'est pourquoi tu arrives à... Enfin, tout le monde, c'est aussi ça qui est beau dans le golf, je trouve. Justement, peu importe ton niveau, tu arrives à mettre des super coups. Tu peux faire un birdie, tu peux faire aussi des trous de merde. Mais tu vois, tout le monde est capable. Mais après, c'est combien de fois tu es capable de le répéter et d'avoir le mental justement pour... parce que physiquement, tout le monde peut avoir un bon swing en fait. Ouais, après je pense aussi que par rapport aux autres sports, le golf en fait c'est 4h30 de penser en fait. C'est qu'on a le temps de réfléchir. Un swing ça dure 1 minute, même pas 1 minute, 40 secondes. Donc c'est 40 secondes et après on a quasiment 10 minutes pour aller au prochain coup et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc en fait notre cerveau il a tellement le temps de réfléchir. Alors qu'en fait, pour les autres sports, bah, c'est rapide. Le rugby, c'est une décision en une microseconde. On se dit je vais là-bas, ou je plaque, ou je tire, ou n'importe. Alors qu'au golf, on a tellement le temps de réfléchir que si mentalement ça se passe pas bien, c'est long. C'est long. 4h30, c'est très long. Et parfois, c'est même plus. Donc c'est très très long. Alors que les autres sports, c'est tellement rapide qu'en fait, c'est un effort intense sur une courte durée. Et je dis pas qu'on n'a pas le temps de réfléchir, mais ça va trop vite, quoi. Tu penses à quoi, toi, entre tes coups? Ça dépend. Ça dépend de ce qui se passe dans ma vie à ce moment-là.
Des fois, je regarde le paysage, à tout et rien, franchement. Ou des fois, je discute avec les camarades de la partie. Franchement, ouais, ça peut être... Ouais, t'as pas une routine, on va dire, mentale pour te dire je suis en train de jouer. Non, ça, j'y pense pas. Après, si je vois que je commence à trop m'éparpiller, ben, je me dis, ok, on referme tout et on reste focus. Et dans ce cas-là, je reste dans ma bulle et je discute pas. Pas possible de dire que je pense à rien, mais je pense à ma phrase qui va faire que je suis concentrée et j'y vais, quoi. Ok. Donc là... Et est-ce que tu utilises ton tel quand tu t'entraînes ou quoi sur le parcours genre, est-ce que... Non. Non. Ah non, le tel, c'est parfois avec de la musique. Parce qu'il y a des fois où tu as envie d'avoir un peu de musique avec toi. Et quand tu fais de la répétition, surtout, c'est monotone. Donc, je m'autorise de la musique. Mais sinon, non. Tu mets de la musique quand tu joues en parcours? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Là, c'est que, par exemple, si je fais du putting à l'entraînement, quoi. Okay. Sinon, je mets pas de musique sur le parcours. Okay. Le parcours, c'est nature peinture. J'avais vu justement un joueur qui, lui, il mettait, c'était un pro, hein, qui avait justement ses écouteurs entre les... Lui, c'était, je crois, entre la fin d'un trou et le début d'un autre, sur le départ. Tu voyais, il enlevait son casque et après, il allait jouer. J'avais trouvé ça assez étonnant, mais... À l'entraînement, on fait ce qu'on veut. Maintenant, en compétition, on n'a pas le droit de faire ça. Ah, mais lui, c'était en compète, je crois. Ah ouais, t'as pas le droit? Ah non. Ok, on vient de disqualifier quelqu'un en ligne, là. Ok. Wouhou. Non, ok, d'accord. T'as pas le droit de mettre de musique? Non, on n'a pas le droit de mettre d'écouteurs, ni... Ah ben non, sinon, c'est pas... Ah ouais. Sinon, ça serait pas cool, quoi. Ouais, Tout le monde a son casque, on se parle pas, on est ensemble, mais on se parle pas. Ok. Non, parce que non, on peut pas. C'est comme si on allait en... C'est comme si tu fais un tournoi de rugby, tu dis attendez, je mets mes écouteurs. Ouais, c'est vrai que... Vous me faites tout chier, je mets mes écouteurs. Je veux pas vous entendre. Ok, Non, on n'a pas le droit. Ok, bon, ça devait pas être une compète que j'ai vue alors, un autre truc. Bref, ça me paraissait bizarre aussi. Ok. Est-ce que tu peux me donner un outil qui te permet d'être efficace dans... J'ai perdu ma question, je me suis en train de dire, mais je t'ai déjà posé cette question. Non, je t'ai demandé un hack. Maintenant, moi, je voulais te demander un outil que tu utilises et qui te donne des super pouvoirs. Ce sera un outil physique, hein, parce que du coup, moi, je vais te dire ma famille. C'est quelque chose... Mon entourage, plus précisément, parce qu'il n'y a pas que ma famille. Mais mon entourage très proche, c'est toute ma vie, on va dire. On peut le résumer comme ça. Okay. C'est ceux qui me tirent vers le haut au quotidien et je suis très 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 proche de ma famille et voilà. Et un super pouvoir, dans mon entourage très très proche, il s'avère qu'il y a mon copain et avec lui j'ai l'impression de pouvoir tout faire et de pouvoir tout réussir. Donc forcément, ça aide. On parlait de mental tout à l'heure, c'est sûr ça doit jouer à avoir des gens qui te soutiennent, ta famille, ton copain. C'est ce que j'imagine dans les moments plus durs où tu arrives à justement ressortir la tête de l'eau, à te dire... Ouais, c'est vrai que là récemment, j'ai eu un petit peu la tête dans l'eau. Quelques questions sur ma vie sont ressorties. Et du coup, c'est vrai que je me raccroche beaucoup à eux. Et c'est ce qui fait que moi qui ai toujours la banane, j'avais un petit peu moins la banane. Donc le fait d'être avec eux, de discuter avec eux, de pouvoir leur en parler aussi, fait que ça me redonne la banane. Trop bien. Tout à l'heure, tu me parlais de ton coach aussi dans ton entourage. C'est un coach qui te suit depuis longtemps? Non, depuis, ça va faire peut-être 3-4 ans. Et je me sens bien avec lui et du coup, je me sens soutenue. Et du coup, voilà, c'était... Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu mets aujourd'hui en place pour maximiser ta performance? Est-ce qu'il y a des choses sur la récupération ou la nutrition, la prépa mentale? On a parlé de prépa physique déjà. Ouais, en fait,
Alors, je pense que tout sportif a ce genre de préparation, on va dire, pour être au mieux de sa forme. Moi, j'ai la prépa physique, le coach technique, le coach mental. J'ai aussi quelqu'un qui me suit en nutrition, même en tout ce qui est les médias aussi. C'est quelque chose qui est travaillé quand on est sportif, c'est notre image, notre visage qu'on vend en fait. Donc j'ai quelqu'un qui m'accompagne aussi. Et sur l'aspect récupération, je suis en partenariat avec Cryoterra. Donc la cryo, ça aide pas mal. Et donc du coup, j'y vais assez régulièrement, toutes les semaines. J'ai jamais testé, mais j'ai trop envie de tester. C'est quoi les sensations C'est pas trop dur au début. On caille. C'est moins 110 quand même, moins 80. Ouais. Et c'est 4 minutes. Et on est dans le froid total, donc on a les poils des bras et tout qui sont gelés, les cils sont gelés, on a de la neige en fait sur les cils, et franchement on caille, il faut réussir à contrôler sa respiration. Moi c'est vraiment quelque chose moi je fais un petit peu de l'asthme en fait. Donc ma maman est asthmatique, donc j'ai hérité de ça, donc c'est cool. Mais du coup dans le froid, c'est vrai que je le sens moi où vraiment faut que je calme ma respiration. Ouais. Donc c'est aussi un bon exercice parce que la respiration c'est hyper important aussi au golf et dans tout en général. Donc en vrai ça m'aide. Mais franchement j'y vois moi des bénéfices au niveau au niveau de la récupération, je suis beaucoup moins fatiguée, je dors bien mieux. Okay. Et en fait, tu te sens tellement léger une fois que tu as fini. Tu te sens, c'est incroyable. C'est vraiment trop bien. Et donc voilà, en plus, ils sont super cool là-bas. Donc, je connais pas les autres centres, hein, mais moi, celui de Biarritz, il est trop bien. Ok, bon, tu me l'as bien vendu en tout cas. Faudrait que je troque contre le sauna de la salle, voir si ça fait le même effet. Ça pourrait en fait en général aussi, je sais qu'à l'INSEP on fait pas mal de bains chauds, bains froids, on passe du froid au chaud et tout, et ça c'est aussi top aussi. Okay. Je sais pas si ça fait exactement les mêmes effets, mais je crois que c'est bien. Ok. Tu nous as parlé de médias et justement d'un de tes partenaires. Est-ce que tu as d'autres partenaires et qui te suivent? Ouais. Mais du coup, tu veux dire, genre, tu veux que je cite tous les partenaires? Non, je sais pas, t'en as beaucoup? Non, pas spécialement. Enfin, on est quelques-uns, quoi. Ouais, non, je sais pas, c'est si tu veux les citer, vu que t'en as cité un. Oui, c'est vrai, je te laisse la porte ouverte. Ouais. Du coup, oui, je suis accompagnée par Lacoste. Wow. Lacoste depuis l'année dernière, mais avec les équipes de France, tout comme c'est le sponsor de la fédération, ça fait pas mal d'années que du coup je suis avec Lacoste, mais vraiment en pro, en individuel depuis l'année dernière, donc jamais déçu. Sinon, je suis accompagnée par Golf Plus, donc Golf Plus qui est magasin de golf qui vend tout type de matériel, des fittings, ce genre de choses. Donc au top. Très utile pour moi du coup. Je suis aussi accompagnée par Ability. Donc Ability c'est une boîte d'informatique sur Paris. Donc depuis l'année dernière. Voilà. Donc, super top. Et après j'ai des partenaires, des partenaires de golf, donc Ping et Footjoy et Titleist un petit peu aussi. Ouais. Donc, voilà. Ok. Oh, t'as en tout cas la personne qui gère ton image. Attends, j'ai peur d'oublier des trucs là. Bon, au pire, je rajouterai. Non, mais imagine. Parce qu'on a déjà dit beaucoup là. Il faut quand même que je réfléchisse. Elle a du boulot, la personne qui gère ton sponsoring, elle a du boulot. Non, en fait, l'année dernière, j'ai été sélectionnée pour être la joueuse de Kickstarter. Kickstarter, c'est un programme qui vise à promouvoir les femmes dans le golf, en fait. Et en fait, ils avaient mis en place un suivi nutrition, médias, image de marque, coaching sportif,
ce genre de choses pour m'accompagner sur ma saison. Et donc, il y avait donc Camille qui fait partie de la personne qui faisait partie de la com qui m'a aidée à gérer un petit peu mes réseaux. Mais du coup, c'est pas vraiment une personne qui gère mes réseaux tous les jours, quoi. C'est une personne qui m'a donné des tips avec qui on a travaillé comme avec les autres experts. Tu les as trouvés comment, tous ces partenaires? En fait, alors... Le programme Kickstarter, c'est moi qui ai postulé parce que j'ai vu une annonce sur Instagram et je trouvais ça intéressant comme programme. Donc j'ai postulé. Et sinon, les autres partenaires, j'en ai fait la demande ou on est venu. Enfin voilà, c'était un peu en fonction de moi, ce que j'avais envie et des valeurs que j'avais envie de partager avec eux et ce que eux renvoyaient aussi. Donc voilà. Ok. Bon bah c'est cool ça. Écoute, on a quand même pas mal parlé de golf. Puis au final, au début de l'épisode, on disait ça va parler de 10% de golf. Je crois qu'on a fait un peu plus. Non, on a fait un peu plus, ouais. Les questions reviennent vraiment vers le golf, quoi. C'est vrai, ouais. Je t'ai pas aidé, c'est ça que tu veux me dire. Bon, allez, donc là, justement, là, on va sortir un peu du golf. Est-ce que tu veux nous parler des projets que tu as en parallèle de ta carrière pro qui sont en cours ou pour le futur? Il y a deux, trois projets autour du golf. Là, encore. C'est toi, là, par contre. Oui, là, c'est moi. C'est moi qui parle de golf. Et après, sinon, moi, je suis très dans le digital et tout ça. Donc, avec l'architecture, j'ai beaucoup touché à Photoshop, Illustrator, Canva un peu. Donc, là, je reprends quelques trucs sur certains projets avec certaines personnes, sans trop citer. Et du coup, je fais un peu de la création, du design, quoi, du design digital, on va dire. Ok. On peut dire ça comme ça. Ouais. Et sinon, d'autres projets, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. C'est principalement autour de ça et du golf. Et un peu autour de moi, mes réseaux qui vont normalement évoluer cette année. Et voilà. Bon, on a hâte de suivre ça, alors, en tout cas. Moi aussi. Ouais, toi aussi. C'est très excitant quand tu as un projet, tu te dis punaise, il faut que je le sorte, mais tu sais pas si ça va réussir, si ça va marcher ou pas, mais tu te dis j'ai envie de le faire quand même. Et tu as toutes les idées et tout, et tu te dis punaise, j'ai envie que ça se fasse maintenant. Ça prend plus de temps que prévu. Ah ouais, tu parles de la création de contenu là, notamment? De tout, en fait, en général, quand tu as un projet, tu le sors pas en 3 jours, quoi. Ouais. C'est réfléchi, il faut le mettre en place et tout, donc voilà, mais bon. Trouver les bonnes personnes pour s'entourer. Ouais, c'est ça. Mais sur la création de contenu, j'en parlais avec des potes justement il n'y a pas longtemps, où on se disait, pareil, nous, c'est notre projet, je t'en ai parlé, où vraiment on se projette, on se dit c'est incroyable, on va faire des trucs ultra quali. On se disait, j'ai trop envie d'être dans 6 mois. En gros, pour voir où on en est dans 6 mois, si on a l'évolution et tout. Et du coup, parfois, tu aurais envie de dire, alors là, c'est pour la création de contenu en particulier, mais tu as envie de tout mettre d'un coup, tu sais, et de voir comment ça prend. Mais non, il faut être patient et c'est du long terme. C'est ça. Qui, moi, n'est pas ma qualité première d'être patiente. Hein. Vraiment, c'est la dernière de mes qualités. C'est compliqué. Hein. C'est quand même fou pour quelqu'un qui fait un sport où justement les parties durent 5 heures. Exactement. Faut être... D'ailleurs, c'est bizarre quand même. Mais bon. Il y a peut-être un truc à creuser. Ouais, il y a peut-être un truc à creuser. C'est pour ça que tu cours à ta balle à chaque fois. Non. Je rigole. C'est pour ça que le golf est un sport. Quand on court à sa balle tout le temps... Ah, mais t'as vu, il y a un truc qui arrive, enfin j'en entends de plus en plus parler là, le speed golf. Ouais. On en faisait quand j'étais au pôle, on en faisait un peu. Peut-être tu peux expliquer pour ceux qui nous écoutent. Ouais, le speed golf, en fait, le principe, c'est de faire du golf, mais en version très rapide. Donc, par exemple, faire 18 ou 9 trous, je suppose qu'en général, c'est sur 9 trous, et d'aller le plus vite possible. Donc, en général, on court, on fait un swing, on court avec quelques clubs, et on va à la balle, hop, on retape, et on recourt, et ainsi de suite. Et donc, en général, je sais pas... Nous, on faisait des 25 minutes sur 9 trous, enfin ce genre de choses, quoi. Donc ça... Ouais, c'est version rapide. Tu cours à fond au plus que tu peux, tu fais ton swing, hop, tu vas à ta balle, tu retapes. Enfin, c'est vraiment, voilà, d'où son nom, speed golf. Ah ouais, c'est énorme.
C'est une partie de golf version rapidos, quoi. C'est quand t'as pas trop le temps, quoi. Ouais. J'ai 30 minutes, j'y vais. Genre en été, quand il est 21h30 et que tu veux faire ouais, c'est ça, tu vas à balle. Bon, par contre, au niveau de bien s'appliquer, bien respecter les routines, là, on n'y est pas du tout, mais ça peut être fun. Ça a un côté fun, un côté un peu plus sport, du coup. Et en vrai, ça doit être un bon exo, quand même, parce que du coup, quand tu reviens sur le golf où tu as le temps et tout, j'imagine que ça doit avoir quelques vertus, quand même. Moi, je pense que ça a deux vertus, déjà, en termes de physique. Ta condition physique, du coup, voilà, tu fais du sport, tu cours, quoi. Parce que moi, je parle pour moi, je déteste faire un jogging. C'est vraiment, ça me saoule. C'est un enfer. Mais par contre, courir pour quelque chose, entre guillemets, un but, là, ok. Donc faire du speed golf, why not? Parce que du coup, je cours je tape dans la balle, je cours, machin, je fais du sport en même temps, enfin, du très physique, haute intensité. Et en même temps, je fais du golf, donc c'est cool. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que c'est aussi, en fait, le fait de ne pas réfléchir, de ne pas se prendre la tête avant de taper. Je pense que ça c'est bien pour les gens qui pensent trop, en fait, qui se prennent trop la tête. Au moins là, tu ne te prends pas la tête, hop, tu vois que tu as à peu près 140 mètres, boum, faire vite, quoi. Et après, tu vois, et tu ne te prends pas la tête quand tu tapes, tu n'as qu'un truc à faire, c'est de taper la balle le plus vite possible. Hâte de faire une partie avec toi. Ça peut être fun. Hein. Je m'aventurerai pas dans le truc. Je suis pas pro en speed golf. Je préfère le dire d'avance parce que. Ok. Je voulais revenir. Alors ça va un peu revenir au début, mais parler de ton expérience aux US. Ouais. Plus globalement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as vécu tu nous as déjà un peu parlé, mais comment tu as vécu ta vie d'athlète ta vie en tant qu'athlète dans une université aux États-Unis? Qu'est-ce qui est différent par rapport à la France, et j'imagine plein de choses? Tout. Non, en fait, c'est vrai que là-bas aux US, quand tu es un athlète, tu es le roi du pétrole, quoi. C'est incroyable. Ils te mettent sur un piédestal immense. Les profs, ils te disent oui à tout presque. Bon, bien sûr, il y a des exceptions, hein, mais c'est incroyable. Tu es aidé, tu es soutenu. Moi, vraiment, j'ai trouvé ça au top, quoi. Je passais vraiment du noir au blanc, quoi. D'être en France sans dénigrer qui que ce soit ou quoi, hein, mais d'être à l'école et de ne pas être vraiment aidé sur mes cours alors que je fais un sport à côté, je pars pas en vacances, quoi. Donc, et alors qu'aux US, c'est vraiment pas de problème, attends, je vais te réexpliquer, les profs ils prennent plus de temps. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Ça, c'est vraiment faire du sport aux US, tu te sens vraiment comme un roi, quoi. C'est incroyable. Donc, ouais, ça c'était bien. Les infrastructures, elles sont au top, quoi. Ils mettent les moyens, en fait. Ils y mettent les moyens. Ils veulent des résultats et ils font ce qu'il faut pour avoir des résultats. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Je dis pas qu'en France, on fait pas du tout ça, hein, mais c'est juste qu'en France, on est très dans le traditionnel, je trouve, et que eux, ils voient en grand, en fait. Ils voient en grand et je pense que ça pourrait un peu nous aider. Mais je pense que c'est sur la bonne voie, déjà. Maintenant, moi, c'est vrai que je pense qu'en France, on n'a pas vraiment la culture du sport, dans le sens où, voilà, les gens, ils s'en fichent un peu, quoi. Alors qu'aux US, c'est vraiment... le sport, c'est... Dans toutes les familles, on entend parler de sport, quoi. On entend toujours, il y a toujours quelqu'un qui a fait du foot à haut niveau, du machin, Voilà, ce qu'on n'a pas forcément en France. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Parce que le sport, ça rassemble tout le monde, en fait. Ok. Et ça te manque les US? Oui et non, parce que du coup, j'ai toute ma famille, comme je suis assez proche d'eux, qui est ici, donc forcément, je suis bien ici. Maintenant, moi, j'aime bien la mentalité américaine. Là-bas, c'est vraiment, t'as rien sans rien. Et ça, c'est ce que j'aime. Pour moi, il faut se donner, il faut faire, et voilà, si on veut avoir quelque chose. Et du coup, ça me manque un peu, mais je fais, en fait, voilà, j'ai construit ma vie ici maintenant, mais je veux pas. Peut-être que j'y retournerai dans un futur proche ou lointain, je sais pas. Mais je sais que j'y referai encore un tour. Ça, c'est sûr.
Moi, je te le souhaite en tout cas, parce que si on te voit sur le LPGA, ça se passe majoritairement aux US, les tournois. Ouais, le LPGA, c'est principalement aux US. Donc, je pense, moi personnellement, je pense qu'il faut vivre aux US pour exploiter au mieux ce tour, quoi. Okay. Parce que les billets d'avion, ça coûte cher. Puis le décalage horaire. Décalage horaire tout le temps, enfin bon, c'est pas... Ouais, en termes de physique, c'est pas ouf. C'est ton objectif, le LPGA ? Ouais, après, ça c'est un objectif, c'est une conséquence, quoi. Il y a plein d'objectifs avant qui font que c'est encore lointain pour moi, ça. C'est quoi les prochains gros steps ? Déjà, ce serait de passer sur le LET à la fin de l'année, du coup. Et ensuite, ce serait de gagner déjà des tournois sur mon circuit, du coup, en Europe. Et puis après, le LPGA, il viendra après, hein, dans un second temps, dans un 3e, 4e, 5e temps même. S'il peut arriver plus tôt que prévu, je ne dis pas non. Mais bon, faut pas y penser. Moi, je me dis, j'y pense pas, je reste focus sur ce que j'ai à faire, les moyens que je peux mettre en place pour arriver là où je veux. Et puis après, il y a là. Hein. Ouais. Ça marche pas, ben, on aura fait ce qu'il faut. Ouais, on recommencera ou pas, mais... C'est un peu, tout à l'heure on parlait des hacks, se concentrer sur ce que tu contrôles, être très... j'ai perdu le mot, c'est pas cartésien, mais très... c'est pas grave. Tu te concentres sur ce que tu contrôles. Ouais, c'est ça. Et après, ça vient tout seul, enfin, au moins tu n'as pas de regrets et tu as fait de ton mieux. C'est ça, mais après, je pense que être sportif, c'est pas seulement dans la performance, c'est aussi aimer le processus en fait. C'est aimer le fait de s'entraîner tous les jours, faire tellement de répétitions, et toujours continuer, toujours kiffer et avancer en fait. Et ça, je pense que c'est important pour être sportif de haut niveau. Du moins, en faire de notre métier, quoi. Le côté passion. Ouais, le côté passion et de répéter. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas compris quand j'étais avant les États-Unis. J'aimais pas du tout m'entraîner, ça me saoulait. Moi, j'aimais vraiment la compète, mais là-bas, ils m'ont un peu appris à... En fait, faut aimer s'entraîner pour avoir des résultats. C'est logique, hein. Ça c'est vraiment, comme je disais, 1 plus 1 ça fait 2. Oui, du coup, c'est la même chose. Là, si on ne s'entraîne pas, on n'y arrive pas. On y arrive de temps en temps, sur un coup de talent, voilà. Mais si on s'entraîne, déjà, on maximise nos chances de réussir. Voilà. Les choses bien, quoi. Et je pense que, être sportif, c'est aimer ce processus. Okay. C'était stoïque, les stoïciens, de dire tu contrôles ce que... Ouais. Tu te focuses sur ce que tu contrôles. Ok, écoute, on a fait un grand tour, je pense, de tes objectifs, de ton parcours. De ma life. De ta life, ouais. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou qu'on n'aurait pas abordé ? Non, pas spécialement. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais, c'est vraiment contrôlé. Mais je pense que c'est applicable aussi dans la vie de tous les jours. C'est il pleut, c'est bête, hein, mais il pleut dehors. Ouais, mais je peux pas le contrôler. Donc de toute façon, ce que je peux contrôler, c'est moi ma réaction à ça en fait. Et ça, c'est valable dans tout. Et je pense que, moi, c'est quelque chose que j'ai compris. Et c'est pour ça que du coup, je suis toujours à patate. J'ai toujours le sourire, même dans les moments un peu plus compliqués, quoi. Et ouais. Et du coup, il y a plus de bonheur et plus de happiness. Si tu veux partir dans un délire bien perché que j'écoutais il y a pas longtemps, un gars qui disait, c'était sur la physique quantique, je crois. Donc si on part de tu contrôles toi, il dit on a tous, tu vois, tous les objets en fait c'est des fréquences. Et il dit toi tu contrôles ta fréquence. C'est ça. Tu vas attirer des bonnes fréquences vers toi. C'est vrai. Et donc du coup tu vas mieux réussir et attirer les bonnes personnes, tout ça. J'avais trouvé ça assez inspirant. Voilà, après c'était assez perché son discours, mais le fait de dire si toi déjà tu te mets dans les bonnes conditions, tu maximises tes chances de réussite. Mais c'est ça, hein. Moi, je pense qu'on a fait le tour.
Ouais. Si t'as d'autres questions, je sais pas. Ouais, j'en ai une dernière, c'est qu'est-ce que t'aimerais voir, écouter ou voir peut-être dans ce podcast? Alors, je pense que j'aurais bien aimé avoir... Non, attends, je la refais parce que c'est pas du tout français ce que je dis. Mais j'aimerais bien écouter Marlon Alvarez. C'est un breakdancer et il est très très fort. Et je pense que ce serait très intéressant de l'entendre. Ok. Et d'entendre sur son parcours et sa vision des choses. Et le breakdance, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore hyper démocratisé, je pense. C'est une discipline qui va être au JO là, de 2024, donc c'est trop bien. Petit clin d'œil à Dani, qui sera. En breakdance? Ouais. Ah ouais. Et donc Marlon, parce que du coup, je pense qu'il a un niveau de ouf et qu'on mériterait de l'entendre et d'apprendre sur ce sport. Eh ben écoute, c'est une super idée. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci à toi. On a hâte de te voir sur les hauts de l'affiche. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout et j'espère que tu as apprécié notre échange. Pour soutenir Skyrocket 21, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide à le faire connaître. Et si c'est déjà fait, merci beaucoup. Tu peux aussi partager l'épisode à 2 amis, je suis certain qu'ils te remercieront d'avoir pensé à eux. Enfin, pour ne pas louper la sortie des nouveaux épisodes, tu peux me suivre sur LinkedIn, Paul Grévaux, j'annonce toutes les semaines les invités à venir. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, d'ici là, garde la pêche, je compte sur toi pour tout exploser. Let's go!